Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Fédération Française de Rugby, bienvenue sur la chaîne twitch.tv/France Rugby. Merci de nous retrouver comme à l'habitude maintenant sur les avant-matchs de cette préparation à la Coupe du Monde de notre 15 de France. Et aujourd'hui je suis accompagné quand même d'une autre personne, voilà, un finisseur comme on pourrait l'appeler. Une nouvelle personnalité du rugby, champion de France en 2009. Il a gagné 2 Coupes du Monde en 2. Ah non, j'ai cru que c'était Dan Carter, excuse-moi. Ah non, autant pour moi. Ah non, bon, Julien Cordelon était avec nous, mais tu as quand même gagné un Brennus. Bonjour. Ouais, mais merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. J'avais hâte quand même de me retrouver en bi-à-bi avec Poney. Alors aujourd'hui, je serai ton jockey. Oh là 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 là, voilà. Il veut me monter dessus déjà. Ça commence très très bien cette émission. C'est vraiment. J'ai la taille en tout cas. Ouais. Bon après, moi j'ai pas vraiment la taille du poney, tu vois ce que je veux dire, mais j'ai le pseudo en tout cas. C'est ça qui est bien. En tout cas, messieurs dames, très heureux de vous retrouver. J'ai parlé de Dan Carter. Ça m'a fait penser que tu as joué avec du coup pendant ces 4 matchs là. Alors 5 matchs, il a participé à 5 matchs et j'ai eu la chance de participer à un des 5 matchs avec lui et je peux dire que ce qu'on dit de lui est vrai, c'est un joueur incroyable et un formidable camarade. Il pas mauvais, il pas mauvais avec le ballon. Je pense qu'il a fait ses preuves et son palmarès parle pour lui et c'est vrai que c'est une fierté dans une carrière de pouvoir croiser la route de joueurs comme lui incroyable et surtout incroyable d'humilité. C'est une icône du rugby. Toi après tu as basculé sur le 7. Tu as été l'un des premiers joueurs à quitter le top 14 pour basculer sur des contrats fédéraux, donc embauchés par la Fédé pour justement développer le 7 en France. Aujourd'hui, le 7, on en entend beaucoup plus parler. À l'époque, c'était quand même un peu plus timide, tu vois. Ouais, c'est vrai que le 7 a pris une nouvelle dimension avec notamment son entrée dans le giron olympique et j'espère qu'on se retrouvera dans un an ici pour parler de Paris 2024 puisque moi j'ai mes billets. Hein. Bon, c'est aussi l'échéance tant attendue comme l'est celle qui va venir sur le 15. Donc oui, un des premiers et ravi d'avoir fait la bascule parce que j'ai découvert un univers qui était juste incroyable et auquel il est difficile de se détacher tellement c'est passionnant. Non, vous êtes surtout inhumain. Voilà, faire du 7 à ce niveau-là, c'est inhumain. Ce monsieur a quand même fait les Jeux Olympiques de Rio. Donc un maximum de respect, s'il vous plaît, pour la personne dans le chat. Quel résultat aux Jeux Olympiques de Rio ? Alors on finit à la 7e place, mais on est considéré comme finaliste olympique puisque lorsque vous rentrez dans les quarts de finale des compétitions olympiques, vous êtes considéré comme finaliste olympique. Donc on n'est pas médaillé, mais sur le CV, tu as finaliste olympique. Sur le CV, c'est finaliste olympique. C'est stylé. Bien évidemment, on a le chat, on vous lira tout au long de l'émission. Il y aura même peut-être potentiellement à la fin de l'émission un grand quiz pour tenter de gagner un maillot du 15 de France. Je vous expliquerai tout ça le moment venu. Au sommaire de l'émission, on va revenir sur France-Fidji un tout petit peu. Ensuite, on va basculer sur l'événement qu'il y a eu le lundi d'après, à savoir la liste des 33. On fera également un petit point sur les surprises de cette liste. Une liste, mine de rien, assez classique quand on suit le 15 de France. Mais il y a quand même 2 noms. Au moment de la liste, on se dit oui, c'est logique qu'ils y soient, à savoir Louis Bielbiarré et Paul Boudéan. Mais enfin, au moment de la liste des 42, c'est des gars qui sont allés chercher le maillot. On va revenir un petit peu là-dessus et on demandera à Jules son avis. Et ensuite, on va parler de la composition et du match d'aujourd'hui, le match qui nous intéresse. Comment ça se passe côté français, mais également on va s'intéresser à nos adversaires du jour, les Australiens. Et on aura la chance d'avoir 2 champions du monde du vin dans l'émission, avec Marco Gazzotti et Nicolas Deporter, le néo-bordelais et le pur bordelais, on va dire, que tu as croisé d'ailleurs sur des stages de 7 aussi. Donc ça va être intéressant. Voilà, une émission assez complète, assez chargée. Le dernier match avant cette Coupe du Monde, donc forcément on est tous excités. Moi j'ai hâte qu'elle démarre cette Coupe du Monde et en même temps je suis triste parce que je me dis que ça va passer vite.
Ouais, c'est vrai que on l'attend depuis, depuis tellement de temps. C'est presque un petit peu comme un mariage. Un mariage, c'est beaucoup de préparation. Et puis finalement, quand l'événement arrive, on a l'impression que ça passe très vite. Et c'est un petit peu ce qui va se passer. Mais on espère tous vivre plusieurs semaines de rêve. C'est vrai qu'on l'attend en tant que passionné, on l'attend depuis tellement de temps, depuis l'annonce justement de l'obtention. Là, on n'a jamais été aussi près. En distance, on n'a jamais peut-être été aussi près à jouer une Coupe du Monde. Donc ça fait. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a jamais été considérés comme les favoris. Parmi les favoris, on va dire, si on est tout à fait honnête, avec les Sud-Africains, les Néo-Zélandais et les Irlandais. Moi, de mémoire, on était des outsiders et avec tous les exploits qu'on connaît, bien évidemment. Mais on arrivait en finale et on passait pas le cap. Et là, on a cet espoir. Il y avait coutume de dire la France, ils sont incroyables parce que pour les Coupes du Monde, ils arrivent à se sublimer parce qu'ils ont une préparation identique à celle des autres nations. Et du coup, la France, c'est un épouvantail pour les grosses nations sur les Coupes du Monde. Sauf que là, cette fois-ci, c'est pas un coup de... on jette pas la pièce en l'air en se disant est-ce que la France y est, est-ce qu'elle y est pas. Elle a gagné son statut de favori, parmi les favoris. Et c'est vrai qu'on va en parler dans les chiffres qui peuvent argumenter ce statut. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que en plus de jouer à domicile, on a une équipe qui est prête à relever le défi. Et on me dit dans le chat, Monsieur Cousine me dit première Coupe du Monde quand même, on avait une superbe équipe. C'est vrai, mais de là à dire qu'on faisait partie des favoris sur la première Coupe du Monde en 87, je suis pas sûr, même si on arrive en finale contre la Nouvelle-Zélande, finale perdue malheureusement, l'une de nos 3 finales perdues. Ouais, mais c'est vrai qu'en 87 il y avait une équipe très performante. À la différence, c'est que il y avait moins de matchs pour se comparer avec les autres nations. Et aujourd'hui, c'est vrai que toutes les nations ont été jouées dans les derniers mois. Et du coup, on a un comparatif par rapport à ces nations et on peut suivre l'état de forme de chacune de ces nations grâce à la multiplication de rencontres. Et du coup, justement, multiplication de rencontres, en tout cas match de préparation. On ne dit jamais match amical au rugby. C'est soit test match, soit match de préparation. Et là, en l'occurrence, il y a eu France-Fidji, qui était un match où ça a quand même piqué, où les Bleus ont été testés. C'était les derniers ajustements au niveau de la composition, avec notamment des joueurs qui sont allés chercher leur maillot, je pense. Je pense là, le premier qui vient, c'est Arthur Vincent, mais il y en a d'autres. Et ça a été un match pour confirmer la liste, je pense. Est-ce que toi, ton sentiment, c'est que Galtier avait déjà sa liste ou que même ce dernier match a quand même permis de faire, de noter les derniers noms ? Ouais, je pense quand même que la liste, en grande partie, elle était faite. Après, il y a eu forcément des ajustements qui sont liés à la blessure de Romain Ntamak. Il y a ces ajustements qui sont liés également à la blessure de Cyril Baille, dont au début, on ne savait pas si c'était une indisponibilité longue ou pas. En fonction de ça, il faut prévoir sur le groupe un joueur qui peut le suppléer le temps qu'il reviennent. Il y a le cas Anthony Gelon aussi, qui sont pleins d'interrogations et qui sûrement font que la liste n'était pas figée à 100%. Mais c'est vrai que les derniers matchs ont permis de voir si les potentiels observés sur les derniers mois se confirmaient. Et la preuve qu'ils se sont confirmés, c'est la présence de Paul Boudouin et Louis Bielbiarré. Du coup, on peut peut-être aussi, là on vous affiche les résultats de ces 3 matchs de préparation avec cette idée, construire ce groupe, affiner ce groupe et préparer physiquement les joueurs à arriver pour les premiers pics de forme, on va dire, sur le match d'entrée contre la Nouvelle-Zélande. On a tendance à dire que l'important, c'est de finir dans les 2 premiers de notre poule, puisque quoi qu'il, on va croiser avec une poule monstrueuse, la poule B, avec l'Afrique du Sud, l'Irlande et potentiellement l'Écosse. Moi, je mets une petite pièce sur l'Écosse. J'ai tendance à y croire, même si c'est vrai que les Sudaf, ce week-end, nous ont mis un petit piqûre de rappel. Mais voilà, donc dans cette poule, peut-être que
toi, t'es de quel avis? Est-ce que t'es de l'avis, genre, le match le plus important, c'est l'Italie, parce que quoi qu'il, c'est sans faire offense à la Namibie et l'Uruguay, mais c'est des matchs qu'on devrait remporter. Donc, attention, l'épouvantail peut-être l'Italie. Ou alors tu te dis non, faut rentrer dans la compète, faut battre tout de suite les All Blacks. Moi je crois qu'il faut se débarrasser de ce que l'on a fait souvent par le passé, c'est-à-dire de calculer par quel stratagème on pouvait sortir des poules et avec qui il valait mieux croiser. On a vu quand même que la préparation des matchs à venir pour l'équipe de France, que ce soit à 7 ou à 15, c'est que si on veut gagner, il faut battre tout le monde. Et peu importe le chemin que l'on va emprunter, si on élimine de la course des concurrents au titre, quelque part, c'est une chose importante. Donc, ce que tu dis, c'est que si on bat les All Blacks, c'est eux qui auront la pression lors de leur match contre l'Italie. Je crois qu'il ne faut pas calculer par quel parcours on va passer. Je crois que les joueurs vont rentrer dans une compétition où la seule chose qu'ils vont vouloir voir à l'issue, c'est la coupe soulevée par le capitaine. Donc, moi j'aurais tendance à dire ne calculons pas de savoir s'il vaut mieux prendre l'Irlande ou une autre équipe. Le fait d'avoir une poule B avec Irlande, Afrique du Sud, Écosse à ce niveau-là, et je mets pas de côté les Tongiens, même si bon, je pense qu'ils sont quand même à un cran en dessous. Bon, les Roumains, on les embrasse, mais ce que je veux dire, c'est que sur cette il n'y a pas une équipe qui est meilleure à prendre. Tu choisis pas, en fait. Tu choisis pas, tu prends ce qui vient. Quoi. Non, ce qu'il faut, c'est que voilà, c'est se qualifier. On va entamer le dernier match de préparation. Il faut que les joueurs qui ont bavé pendant des mois pour pouvoir rentrer dans cette compétition rentrent bien dans cette compétition avec le plein de confiance et le soutien que l'on attend tous et sans calculer. Et alors, par contre, il y a des gens qui calculent, c'est les coachs de la performance et les préparateurs physiques. Ouais. Et moi, j'avais une question à te poser parce que c'est hyper intéressant, toi qui étais au plus haut niveau du rugby français, hein, 2 sélections quand même, attention, et pas contre n'importe qui, hein, l'Afrique du Sud et l'Australie. Ouais. Finalement, tu connais un petit peu les mecs derrière. Je pense que ceux contre qui j'ai joué, ils seront en tribune, je pense, ou derrière leur écran. Ils sont un peu plus... le temps file. Il y avait quand même Gregan Larkham, je ne sais pas si ça parle à certains. Ouais, mais j'espère que ça parle à certains. C'est loin derrière. Hein. Ouais, mais Gregan Larkham, c'est peut-être que je pense que pour les Australiens, ils aimeraient bien que ce soit loin devant plutôt que loin derrière. Je pense qu'ils aimeraient bien avoir Gregan et Larkham. Ah on va en parler des Australiens. Mais en gros, ce qui m'intéresse, c'est on parle d'arriver à un pic de forme. On justifie des fois les performances, notamment la défaite en Écosse, en disant mais attendez, faut qu'on retrouve le rythme, etc. On a fait beaucoup de foncier. Comment ça se passe, avoir pic de forme, plateau, rebond? Comment ça se présente? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on entame les matchs amicaux, quand on est dans les tribunes, qu'est-ce qu'on attend? On attend de voir une victoire. On veut voir des relances du parking. Voilà, on veut voir des actions d'envergure, alors que les attentes d'un staff, elles sont beaucoup plus sur ce qui a été travaillé sur le cycle de préparation. Mais c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on attaque une préparation, notamment pour un gros événement comme ça, on fixe un pic de forme à un moment donné de la compétition et la capacité à ce que les joueurs puissent garder ce que l'on peut appeler, alors les préparateurs physiques pourront me tirer les oreilles si je l'emploie pas bien, mais c'est un plateau de forme, c'est-à-dire être capable d'arriver à telle date à un pic de forme et être capable de garder cette intensité sur une durée bien déterminée. Donc forcément, quand on attaque les matchs amicaux, on n'a pas un pic de forme. Donc les joueurs qui ont joué contre l'Écosse, contre les Fidji, n'ont pas leur plénitude de forme. Ce qui veut dire que tu as un peu les jambes lourdes, tu es encore fatigué. Ça veut dire que toi, en tant que joueur, tu le ressens comment? Tu dis bon, je suis crevé, mais c'est normal. Tes semaines, elles sont différentes des semaines d'une compétition. C'est-à-dire que tes semaines d'entraînement, elles sont faites pour t'amener vers le pic de forme. Elles ne sont pas gérées de manière à ce que le week-end, tu puisses être à ton meilleur niveau jamais connu. Ton meilleur niveau jamais connu, il doit être là pour la compétition. Avant
ça servira pas à grand chose. Si tu Ouais, gagnes si tous tu- les matchs amicaux avec De 30 des grains. actions de grande envergure, mais que derrière tu t'écroules physiquement dès la deuxième semaine de la compétition, ça sert à rien. Donc c'est vrai que le point de vue d'un staff, et notamment le staff de l'accompagnement de la performance, il est de trouver le moment où on va vouloir nos joueurs à la plénitude de leurs moyens. Et c'est pas forcément sur le premier match, parce que être prêt sur le premier match et par contre Je pense que pour moi, il faut être prêt pour le quart de finale et après avoir ton plateau, quart de finale, demi-finale. Hein. Ça, c'est un secret qui appartient à Staff. Thibaut Giroud et Fabien Galtier. Mais c'est vrai que voilà, il faut savoir que les joueurs ne sont pas préparés pour être à leur meilleur niveau physiquement pour les matchs amicaux. Donc il peut y avoir des retards sur des soutiens, il peut y avoir un épuisement après des séquences longues, mais tout ça c'est pas ce que va regarder le staff. Eux, ils vont regarder si dans le mouvement général on est cohérent, savoir si tout ce qui s'est dit sur les lancements, sur la manière d'organiser le jeu, d'organiser la défense, tout le monde est à sa place, et si tout le monde est à sa place sur les matchs amicaux, et bien quand ils seront en plénitude de leurs moyens sur leur pic de forme, et bien ils y seront déjà, mais ils y seront plus vite. Ça explique aussi tout ça, je rebondis sur le fait que le banc n'a pas été impactant, mais parce que le banc finalement jouait leurs 10 premières minutes ou leurs 20 premières minutes, ils étaient finalement eux aussi dans cette panne physique, tu vois un peu le côté, toi aussi tu es en boulot et on te demande d'être impactant. Ouais, enfin tu t'es tapé aussi la prépa, donc en fait le fait que notre banc soit moins impactant sur les derniers matchs peut être justifié aussi par ça. Oui, non mais les matchs de préparation, ils portent bien leur nom, c'est de la préparation, c'est s'assurer que tout le monde maîtrise les schémas tactiques, le système de jeu. Aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, mais il y a un joueur qui a rejoint le groupe la semaine dernière, qui est Sébastien Taofi-Fénois. C'est un joueur que l'on va aussi évaluer parce qu'il fait partie des joueurs qui potentiellement des listes élargies, voilà, des listes élargies, mais parce que on pense à cette Coupe du Monde, mais il y aura aussi la suite derrière. Il y aura l'après. Voilà, il y aura un après, mais voilà, il faut avoir de l'indulgence sur les attendus, parce que le plus important, c'est que les attendus du staff soit là et que l'équipe de France réussisse sa Coupe du Monde. Le problème des exigences, c'est que quand tu donnes au public, moi j'avais regardé, à domicile, il y a eu 20 matchs ou 19 matchs et on a une seule défaite contre l'Écosse. Tout le reste, à domicile, on a gagné. Je parle de l'ère Galtier. Donc là, je crois qu'on a fait une petite anime où on pouvait montrer, mais en gros, l'attente, elle vient aussi de là. Elle vient aussi du fait que on mange du caviar ou ce que vous voulez, un truc de bon, poulet frites, on mange poulet frites tous les midis, quoi. Ouais, on a oublié qu'on avait mangé un peu de pain noir aussi. On a mangé, ouais. Non, mais va chercher un yaourt, quoi. Il faut pas oublier d'où on vient. Il faut pas oublier qu'il y a eu une période qui était compliquée, où les gens souffraient en tribune, et on peut comprendre que le niveau d'exigence aussi en tribune se soit élevé avec finalement les résultats qui montent en flèche. Ah ouais. Mais il faut quand même ne jamais oublier par quel chemin on est passé. Je pense que les joueurs aussi le savent, notamment ceux qui ont participé à la Coupe du Monde 2019 savent quelle difficulté ils ont rencontré à l'époque et quel travail ils ont accompli pour pouvoir laisser ça derrière et ne plus jamais le revivre. Du coup, ça nous amène à la liste, on peut l'afficher peut-être, voilà, la liste des 33 pour ceux qui ne l'ont pas vu. Bon, si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes ici, c'est quand même très bizarre. Donc voilà, il y a quelques joueurs qui ont été rappelés en club. Il y en a même qui ont joué, voilà, Dulin a joué, je crois que Serein a joué. Tu sens que les joueurs, ils avaient faim de jouer aussi. Quand tu te fais une préparation comme ça, assez élevée, bon, au bout d'un moment, tu as envie de t'envoyer, quoi. Et donc vous avez donc la liste juste à côté de moi. Donc les avants, 19 avant, 15 3/4. Liste de 19 avant, 15 3/4. Non, 14 3/4. Je vais y arriver.
les chiffres et les lettres ici de toute façon à chaque émission. Et avec des postes triplés au niveau de la première ligne, doublés au niveau de la seconde, doublés au niveau de la troisième ligne. Et puis ensuite 3-9, 2-10, 4 centres et 5 arrières, 3 arrière ailiers. Moi je trouve que c'est la composition la plus logique et la plus complète possible. Et après vous voyez en dessous, là juste là, par là, vous avez donc du coup un autre groupe qui font partie des réservistes. C'est-à-dire en cas de blessure pendant la compétition. L'avantage de faire une Coupe du Monde en France, c'est qu'à un moment donné, si on a un blessé, on ne le souhaite pas bien évidemment, mais si on a un blessé ou quelqu'un qui a pris un carton rouge qui ne peut plus jouer, eh bien on peut rappeler quelqu'un. Et ce quelqu'un est totalement disponible puisqu'il est sur le territoire. Et donc ça Attends, joue... Oh là là, oh il me décore. C'était pas terrible. Ah c'est beau ça, c'est beau ça. C'est un peu mieux. C'est beau. Je pense que tu peux la montrer. Ouais, je vais la montrer. Hop là, waouh. Bien sûr, l'écharpe du match. Toujours bien, ça, collector. Ça. Quand tu viens dans les tribunes, ce genre de petite écharpe là, c'est le souvenir. Ça fait partie du souvenir. C'est le souvenir. Pardon, je t'ai coupé sur. Non, mais voilà, bon, j'ai expliqué à peu près le groupe et j'expliquais l'intérêt d'avoir ces réservistes concernés, d'avoir gardé les 42 joueurs jusqu'à mercredi et de les voir jouer quand même en top 14, qui conservent le rythme, qui soient présents. Parce que on sait très bien qu'un groupe de 33 au début d'une Coupe du Monde, c'est jamais le même groupe malheureusement à la fin de la Coupe du Monde. Oui, alors c'est vrai que c'est bien pour eux qu'ils puissent rejouer. Je pense à Gaëtan aussi qui a joué avec Pau hier. C'est bien pour eux de très vite basculer sur la déception de ne pas être retenu dans le groupe des 33. Derrière, le meilleur moyen de chasser un petit peu les démons, c'est de refouler la pelouse, parce que je pense que n'importe quel joueur aujourd'hui s'entraîne dur pour pouvoir être sur le terrain. Donc voilà, ils l'ont tous dit hier, ils ont pris beaucoup de plaisir, ils étaient heureux de retrouver leur club et c'est important, oui, qu'ils se maintiennent en forme. Et qui de mieux que Fabien Galtier pour expliquer en quoi il est important de se maintenir en forme, même si on est sur ce que moi j'appellerais le réservoir des possibles, parce que c'est un poète, c'est Julien. Le réservoir mais parce que les suppléants, c'est pas très fruité comme terme, alors que le réservoir des possibles, ça veut dire que rien n'est arrêté, rien n'est figé. Malheureusement, comme toujours dans ce sport ou dans beaucoup de sports, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc il faut que les joueurs gardent leur niveau d'intensité, soient prêts à venir. Et j'évoquais Fabien Galtier parce que il a participé à des Coupes du Monde 95-99. Voilà. Où c'était pas prévu. Il n'avait pas son billet au départ. Voilà. Et c'est pour ça que qui de mieux que l'entraîneur national pour savoir gérer ce statut-là. En effet. Et donc dans cette liste des 33, pour moi il y en a deux qui sont allés chercher le maillot, qui n'étaient pas prévus sans doute au départ. C'est Louis Bielbiarré, ailier arrière de l'Union Bordeaux-Bègles, qui devait au départ partir en Afrique du Sud pour faire la Coupe du Monde avec les moins de 20. Et puis à un moment donné, le staff, tout comme avec Emilien Gaëtan, ils se sont dit, ils ont l'habitude de s'entraîner ensemble au CNR, donc à Marcoussis, là où l'équipe de France s'entraîne, et ils ont pour habitude d'avoir des entraînements haute intensité contre des équipes de France ou alors des équipes de clubs, et là en l'occurrence contre les U20. Et à chaque fois qu'ils s'entraînaient contre eux, il y a des joueurs qui sortent un peu du lot et qui sont jamais très loin de faire la bascule. Ça a été le cas pour ces deux joueurs, avec la bonne surprise pour Louis Bielbiarré qui prend le maillot. Du coup, ouais, mais c'est une belle histoire parce qu'il est jeune, il a une expérience du haut niveau qui est assez récente. Hein. Il a fait ses débuts avec l'UBB la saison dernière, avec notamment une première en Coupe d'Europe contre les Scarlets où il avait marqué un triplé. Il avait fini le match avec des crampes et c'était Liam Williams, quand même un monsieur international gallois, qui était venu l'étirer tellement il avait gagné le respect de ses pairs sur le terrain. Voilà, c'est un joueur qui
qui a saisi sa chance à 18 ans, qui a eu une ascension fulgurante et qui a montré au staff qu'il y avait quelque chose derrière. Ensuite, je pense que les blessures de Gabin Villière ont dû inciter le staff à voir explorer un petit peu le poste d'ailier. Il y a Ethan Dumortier qui a été titulaire tout le Six Nations et qui a vraiment répondu présent. S'est retrouvé avec le 15 de France. Donc la porte s'est entrouverte pour Louis Bielbiarré. Et je pense que les semaines au contact du 15 de France ont montré qu'il avait de la maturité et il a aussi pour lui sa polyvalence au poste d'arrière, puisque c'est un poste qu'il sait et qu'il peut occuper. Alors en parlant de polyvalent, il y en a un qui est, ça y est, qui lui a crevé l'écran avec le champion d'Europe Rochelet. On parle donc de Paul Boudéan. Paul Boudéan n'était pas prévu au départ. Enfin, ça a été comme une évidence maintenant, mais c'était une évidence qui n'était pas le cas au tout début, même en fin de saison dernière. On s'est dit, peut-être qu'il peut taper à la porte. Il n'a pas que tapé à la porte, il a défoncé la porte. Et lui aussi, il est extrêmement polyvalent. Et je crois que c'est un regard assez intéressant sur lui. Non, mais c'est un beau parcours aussi, Paul Boudéan. Déjà, c'est un gabarit, c'est un joueur qui est très puissant. Comme toi, comme moi, enfin ça va. Ouais, un peu plus. Il a un frangin qui joue à l'aile, qui a à peu près le même gabarit. Qui a joué centre d'ailleurs avec le Stade Français ce week-end. On surnomme Cheval. Ah. Je fais un lien par rapport à... Alors, je ne veux pas savoir d'où vient le surnom, mais... parce qu'il galope. Non, parce qu'il est grand. Ah voilà. Ouais, bien sûr. Donc, poney, cheval... Ouais, tu vois, moi je suis la version petite. Voilà, donc Paul, c'est à peu près le même gabarit que son frère. Ils sont quasi jumeaux, les mecs. Ouais, ils ont 2 ans d'écart. Il a un rendez-vous manqué avec les U20 Coupe du Monde 2019 de tête, puisqu'il s'est blessé et n'a pu participer à la compétition. Et c'est un joueur qui, déjà chez les jeunes, montrait une puissance et une capacité à couvrir le terrain. Là, on l'a vu déjà la saison dernière, la saison 21-22, on a senti qu'il y avait un profil qui se présentait d'intéressant. Et cette année, il fait une saison pleine avec le Stade Rochelet et conclu par un titre de champion d'Europe. Et il a été éblouissant toute la saison. C'est un joueur qui court énormément, c'est un joueur qui plaque, c'est un besogneux et ça c'est quelque chose qu'ils tiennent de famille. Ça parle pas beaucoup, mais par contre dans les actes c'est présent et c'est un joueur qui a gagné ses galons par la régularité de sa saison et sa capacité à répondre aux attentes du staff sur les semaines de préparation. Et là les attentes elles sont un peu grandes parce qu'on parle de lui comme un polyvalent remplaçant, donc bien évidemment c'est un 3e lignel, mais polyvalent remplaçant 12. Ouais. Toi tu y crois cette polyvalence? Je crois qu'aujourd'hui les joueurs sont habitués à se retrouver à des places qui ne sont pas forcément les leurs. On a vu un Thomas Ramos s'adapter très facilement à l'ouverture. On voit un Cyril Bay qui a été formé à l'ouverture, capable de venir dans la ligne et d'avoir des gestuels de 3/4. Après après, on va dire que l'aspect tactique se travaille, mais c'est quelque chose qui a été anticipé, au même titre que Sékou Makalou, par anticipation, avait été repositionné à l'aile. Là, on a une 3e ligne qui, par sa puissance, peut être une solution, notamment sur un système de banc à 6-2, être un système une solution de repli, mais sans que ce soit un risque de positionnement. Donc, sans que ce soit vraiment un point faible en fait. Que ce soit un réel remplaçant. De toute manière, on est dans un rugby moderne où on demande à un 2e ligne ce qu'on ne demandait pas il y a 10 ans. On demande à un pilier bien évidemment de savoir faire des passes dans le dos, de vraiment jouer en leurre. On demande donc bien évidemment à des 3e lignes d'avoir les mêmes capacités que les 3/4. Donc c'est une évidence que dans ce rugby où on a l'impression que tous les morphotypes finalement vont devenir... souvent, quand on regarde le 13, on voit le 15 futur. Tu vois, quand on regarde du rugby à 13, on voit un peu ce qui va se passer dans les morphotypes
du rugby à 15. Et là, ce qu'on voit dans le 13, c'est que vraiment tous les morphotypes se ressemblent de plus en plus pour avoir des joueurs ultra polyvalents. Donc cette polyvalence-là, avant 3/4, qui avant pouvait quand même nous surprendre. Tu vois, quand on demandait à un seconde ligne de taper un coup de pied, avant on lui disait non, on va te couper les pieds, quoi. C'est justement ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui on essaye de faire en sorte que l'ensemble de l'effectif maîtrise le système de jeu et maîtrise un petit peu les particularités des postes. C'est vrai que si on revient au siècle dernier, on demandait à certains joueurs du 5 de devant, surtout, ne t'occupe pas du ballon. Ah ouais, bah, le ballon, c'est pour les autres. Mais vraiment, il passera dans ton dos ou devant, mais surtout, ne mets pas les mains dessus parce que moi j'ai découvert le rugby comme ça. Hein. Tu ne l'attraperas pas. Ah, c'était vraiment ça. Genre, un pilier qui savait pas faire une passe mais qui était un bon pousseur en mêlée, c'était bon, c'était validé. Ouais, qui a sommé 2-3 types dans un rug. Un mec un peu solide, quoi. Non, aujourd'hui ça demande un peu plus à ce niveau-là. On demande un peu plus d'intelligence de jeu, on demande un peu plus de connaissance et de maîtrise du système. Et le 7 est aussi un accélérateur dans cette formation, puisque aujourd'hui le rugby à 7, on part sur un lancement et ensuite les joueurs sont capables d'évoluer à n'importe quel poste dans la ligne. Donc oui, c'est important de maîtriser tout ça pour pouvoir amener cette polyvalence et ces solutions proposées notamment par Fabien Galtier. Je ne sais pas si vous suivez la chaîne YouTube de la Fédération Française de Rugby, donc la chaîne s'appelle pareil, France Rugby. Sur YouTube, il y a des vlogs plutôt sympas, notamment un qui suit cette équipe de France, qui s'appelle Destin Mêlé. Et à chaque fois, à chaque émission, on vous propose des extraits. L'extrait du Destin Mêlé qui sortira lundi aux alentours de 17 h. Là, pour le moment, ce que vous voyez, c'est la sortie du bus des joueurs français. Il me semble que j'ai vu JB Gros descendre du bus. Apparemment, ils ont l'air concentrés. Toi, tu étais quel type de joueur, Jus? Tu étais dans la déconne avant? Parce que souvent, bien évidemment, juste avant les matchs, on peut rentrer dans une forme de concentration. Des fois, ça en devient presque cliché, où il y en a vraiment, ils sont dans une bulle. Tu as envie de leur dire, bon les gars, détendez-vous quand même. Mais est-ce que toi, tu étais un peu déconneur? Un peu genre, on fait des blagues aux copains? Ou est-ce que tu étais... Fallait que ça rentre, quoi? Non, moi j'étais plutôt du genre à essayer de me débarrasser de la pression par un côté un petit peu détente. J'ai croisé des joueurs avec qui il fallait surtout pas déconner. Moi j'étais plutôt de ceux qui avaient besoin de rester relax parce que voilà, quand on rentre dans un stade comme le Stade de France par exemple et d'autres grands stades, c'est suffisamment impressionnant que se rajouter de la pression et s'enfermer dans une espèce de spirale de stress, c'est pas très bon, mais voilà, on a les différents profils, les joueurs sont généralement concentrés. On me dit Candé la déconne dans le chat. C'est un peu ça. Je peux pas tout avouer, mais oui. Oui. Il en faut tout. Non, mais oui, évidemment. Après, ça dépendait de l'événement, ça dépendait des catégories. C'est sûr que j'étais un peu plus déconneur en crabos que quand je suis passé professionnel. Du coup, les copains, juste après, on va parler de la composition de l'équipe de France et de son adversaire du jour, l'Australie. Mais comme promis, l'extrait de Destin Mêlé qui sortira lundi à 17 h. Les frères. Là, les frères. Moi je suis le grand frère, du coup on a 1 an et demi d'écart. Je suis un peu plus discret que lui. Bon, lui il arrive seulement dans le groupe, donc il essaie de prendre ses marques et de trouver ses repères. C'est une grande fierté de l'avoir avec moi. On s'est suivi en club, voilà, c'est totalement différent. On s'est un peu raté en 2018, voilà, contre le Japon. On avait joué à l'Arena où j'étais titulaire et lui était remplaçant, et quand il rentre, moi je sors. Donc on n'a pas eu la chance de profiter un max sur le terrain, et j'espère que ce sera le cas dimanche. France-Australie, ça démarre dans quelques instants. Enfin, dans quelques instants, non, c'est dans combien de temps exactement? Il est dans 1 h 30. 1 h 30. Ouais, quelques instants, je me suis enflammé.
La notion du temps est toute relative. Ça fait faire un petit rebond de pression là. C'est pas mal. Ça fait du bien. Il y en a qui demandaient dans le chat, on ne diffusera pas le match ici sur cette chaîne. Cette chaîne, on fait une émission d'avant-match pour faire monter la pression. Vous voyez les gens, le stade se remplit petit à petit. Je crois que la Fédération française de rugby a demandé aux gens de venir peut-être un petit peu plus tôt. Parce que, bon, vous pouvez observer, je vous dis rien, mais la Fédé a prévu de faire vivre une belle expérience à tous ces spectateurs du Stade de France. Il y a de plus en plus de choses mises en place. Moi j'ai la chance aujourd'hui d'être ici et je vous en remercie parce que c'est pour la majorité de... Enfin c'est grâce à beaucoup de personnes qui me regardent dans le chat, donc merci beaucoup. Mais j'ai été voir dans le Stade de France des matchs internationaux, notamment un France-Argentine, et l'entrée des joueurs, l'effet pyrotechnique, les fumis, le terrain, comment dire, le sol qui s'illumine à l'entrée des joueurs, les infos dans le grand écran. Je trouve qu'il y a vraiment un cap qui a été passé, c'est-à-dire qu'il y a cette équipe de France qui performe, mais à côté honnêtement l'expérience, pour ceux qui étaient à Saint-Etienne, pour ceux qui étaient à Nantes, ça passe un cap, Ah ouais, c'est vrai que on donne un peu plus d'importance à ce qui se passe autour de l'événement, et c'est vrai que les gens arrivent de plus en plus tôt au stade parce qu'ils ont de plus en plus de plaisir, et ça me fait un petit peu penser au début de Max Guazzini quand il avait commencé à faire des événements sur des matchs au Stade de France, et la fédération a repris un petit peu... Oui, c'est pas trahir un secret que de dire qu'il y a eu des coups de fil de passé. Non. Ce qui est certain, c'est que voilà, il a lancé un petit peu le spectacle autour du spectacle, et aujourd'hui, c'est vrai que quand on vient au Stade de France, eh bien, on a un spectacle avant, on a un spectacle pendant, et on reste après le match aussi parce qu'il y a toujours un très beau spectacle à la fin. Et si t'aimes le karaoké... Ouais, non, mais il y a des équipes qui travaillent beaucoup et qui travaillent très bien et qu'il faut remercier parce que c'est du spectacle. Le rugby est un jeu. On a réussi à introduire du spectacle autour de ce jeu, et ça ravit de plus en plus de fans, et l'expérience est vraiment cool. Elle est vraiment cool, et je crois que c'est le dernier match avant la Coupe du Monde. Je pense qu'il va y avoir un petit truc en plus. Un petit truc en plus sympa qui fait plaisir et qui, j'espère, fera plaisir aux joueurs. Justement, quels joueurs vont jouer ce France-Australie? C'est parti, à 1h30, on vous montre les compositions. Vous les avez peut-être pas vues. En tout cas, ici, sur cette chaîne, n'hésitez pas à follow la chaîne. C'est juste le petit cœur en dessous. Voilà, vous la suivez. Comme ça, vous êtes au courant quand il y a des lives. Et souvent, les prochains lives, ce seront les conférences de presse où on apprend les compositions du 15 de France. Je crois que c'était jeudi dernier à midi, notamment sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez toutes les infos sur votre 15 de France, et c'est ici que ça se passe. Et on voit donc cette composition. On pouvait se poser la question, est-ce qu'on allait envoyer les titulaires? Est-ce qu'on allait envoyer les remplaçants? Est-ce qu'on allait envoyer un peu de réservistes? Est-ce qu'on allait faire quelque chose d'un peu hybride pour de la gestion des temps de jeu? Moi, quand je vois l'équipe, c'est très clair. C'est l'équipe qui potentiellement va démarrer contre les All Blacks. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'équipe qui s'approche le plus du 15 type de Fabien Galtier. Après, c'est vrai que c'est difficile à 10 jours d'une compétition qui va démarrer, qui va durer plusieurs semaines. C'est difficile de dire qu'il y a une équipe type et une équipe bis, parce qu'il va y avoir beaucoup de matchs, des matchs qui seront espacés de peu de jours. Aujourd'hui, c'est une ossature. C'est la langue de bois, c'est un peu là. Non, mais c'est difficile parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple, on a une charnière comme la charnière Dupont-Ntama qui a été alignée de très nombreuses fois, et aujourd'hui c'est Mathieu Jalibert qui endosse le maillot du numéro 10, mais rien ne dit que demain dans l'équipe type c'est Antoine Astoy qui peut tenir le poste. Il y a des structures qui semblent être l'équipe type, mais notamment sur le banc, peut-être qu'on... Ah oui, alors moi, autant les titulaires, enfin ceux qui vont démarrer, je pense qu'on est sur une équipe type, autant le banc, il y a encore des tests, il y a encore du travail qui est fait dessus. Maintenant je trouve qu'on a... On n'a pas tout le temps vécu ça. Ouais, c'est galère, l'écharpe. Il y a du vent, l'information qu'on vous donne, il y a du vent. Mais là en cravate.
Ouais, je peux la mettre en cravate. Non, la cravate est interdite au rugby, tu le sais très bien. Mais qu'est-ce que je veux dire? Non, je voulais dire, c'est que on a un staff qui se cache pas. On a un staff où souvent les journalistes, en regardant les entraînements ouverts aux journalistes en haute intensité, etc., arrivent à nous pondre à les 80% de l'équipe qui va être. Et il ne se cache pas non plus auprès des joueurs. Je trouve ça très bien. C'est qu'il a annoncé le ranking. Il savait très bien que, par exemple, tu as parlé du poste de 10. Il parlait du ranking et il donnait l'information. Je sais que j'ai eu la chance d'avoir Antoine Astoy en interview. Il connaissait son statut. Il savait qu'il était numéro 3 dans la hiérarchie. Il donne cette hiérarchie aux joueurs, ce qui permet d'avoir faim, mais de ne pas être forcément déçu ou de ne pas être surpris ou de pas. Non, et ça n'a pas toujours été le cas, j'ai l'impression. C'est sûr que dans la logique des choses, on a une hiérarchie. Maintenant, les hiérarchies, elles peuvent être bousculées. Bien sûr. Je vous donne un exemple. Je pense que Morgan Parra ne pensait pas démarrer une finale de Coupe du Monde à l'ouverture avec le 15 de France, alors qu'on avait un ouvreur en la personne de François Trendu qui tenait le poste depuis quasiment 4 ans. Donc, certes, il y a eu des événements peut-être. Je vais rentrer la langue de bois. Certes, on est sur un 15 qui semble type, mais je ne pense pas que dans la tête de Fabien Galtier, il veuille absolument que des joueurs se sentent dans la peau d'un titulaire parce que cette Coupe du Monde, il faut qu'elle se gagne à tous. Mais alors, je suis d'accord avec toi. Là, on est à un match de démarrer cette Coupe du Monde. Je suis complètement d'accord avec toi pour dire que l'équipe qui démarrera contre la Nouvelle-Zélande ne sera pas l'équipe qui jouera le dernier match de Coupe du Monde. On le souhaite en finale. Mais pour le moment, le statut, voilà, si on fait tu vois, on sait que. Enfin, moi, je pense que je vais dire mon avis. Je pense que Jalibert va démarrer contre les All Blacks, mais ça ne veut pas dire qu'il finira la compète. Peut-être qu'ils vont rappeler Morgan Parra, on ne sait pas. Non, ça, pour l'instant, il est en tribune. Pour l'instant, il est en tribune. Pour l'instant, on ne sait pas. Non, mais c'est bien de concerner tout le monde, c'est une évidence. Non, mais on a senti quand même le staff recadrer un petit peu. On veut du Lionel Boxis en France. C'est la boucherie, ça. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que le staff veut un petit peu se débarrasser de cette appellation un petit peu équipe type. On l'a entendu notamment lorsque sur le match de l'Écosse on a employé le terme le retour des joueurs premium. C'est Servat qui l'avait donné, donc c'est pour ça que les journalistes ils sont revenus un petit peu dessus parce que justement ils ne voulaient pas qu'on pose des statuts figés. Bien sûr. En tout cas c'est l'impression, moi je suis pas du tout à l'intérieur de ce qu'ils vivent. C'est une équipe mais globale, le ressenti c'est que le staff essaye de faire en sorte quand même que tout le monde soit mobilisé, qu'il n'y ait pas de statut privilégié, même s'il y a des joueurs qui aujourd'hui semblent intouchables. Il n'empêche qu'il ne faut pas se sentir indiscutable. Ouais, c'est sûr. Non, mais après, ça permet de pousser derrière, de pousser aussi à la concurrence, une concurrence saine, mais une envie de porter ce maillot bleu. On sait que c'est l'excellence du rugby français. Je pense qu'ils le savent. Ils font partie des 33 meilleurs joueurs de rugby français à l'instant T. Et donc là, quand il compose une équipe, je pense qu'il ne fait aucun cadeau. Il n'est pas là pour faire des cadeaux, il est là pour avoir de la performance. Je pense que tout est calculé. On décide pas d'une composition le lundi pour le dimanche. Les plans sont faits. Après, elles sont retravaillées en fonction du quotidien, en fonction de l'état de forme de chacun et des petits bobos. Mais allez, je vais le dire, ça ressemble quand même à une équipe, à un 15 de départ type. C'est vrai. Mais je voulais pas le dire de suite. Non, mais j'entends, mais de toute façon, après on s'apprivoise aussi. Mais non, mais c'est pour faut pas tout donner tout de suite. C'est pour ouvrir le débat, parce que sinon, si je dis que je suis d'accord, c'est chiant. Dans 10 minutes, on va demander quelle est la circulation sur le périph'. Non, voilà. C'est bon. Et du coup, moi ça me permet de faire un petit parallèle, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des inquiétudes sur le fait de faire jouer les titulaires. Oui, mais alors si peut-être, j'ai pas envie de dire le mot, mais voilà, on peut avoir des cartons, on peut avoir des personnes un petit peu blessées. C'est des choses qui arrivent. On fait un sport de contact, donc à partir de là, c'est des choses qui arrivent. Moi, quand je vois un match qui a marqué les esprits, je pense, des amateurs de rugby,
c'est le match de vendredi soir, où il y a une opposition entre deux prétendants au titre mondial, à savoir l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud qui a roulé, c'est mon avis, hein, c'est pas l'avis de la Fédé bien évidemment, qui a roulé sur la Nouvelle-Zélande, une Nouvelle-Zélande qui était potentiellement en manque de rythme et qui du coup a eu besoin de jouer ce match-là. Et pour le coup, il y avait les titulaires d'un côté, les titulaires de l'autre. Les titulaires ont besoin de jouer. Non, mais tout le monde a besoin de jouer. Il n'y a rien de pire que d'être préservé pendant des semaines et sortir de la boîte le jour J, parce qu'on va manquer de rythme, on va manquer de repères, on va manquer de complicité avec ses partenaires. Donc il est logique à l'approche de la compétition de mettre en place les associations les plus probables, de manière à bien finir d'affiner les complicités. Sans forcément montrer toutes tes combinaisons derrière, tes combinaisons devant, etc. Ouais, voilà. Bon, je pense que on l'a lu notamment cette semaine dans la presse, le fait de cacher son jeu, ça sert pas beaucoup de cacher son jeu. On peut cacher des lancements, c'est ce que je dis, tu caches pas ton jeu, ton système de jeu il est là. Tout cacher parce que sinon tu le travailles pas. Les matchs amicaux ne servent à rien et du coup on travaille pas. Mais voilà, là, à l'approche de la compétition, on se rapproche au plus près de ce qui semble être la première composition, de manière à affiner tous ces réglages et on affine. Ouais, c'est la bagnole, quoi. C'est la Formule 1. Il faut que tout soit bien réglé. Après les blessures, vous rentrez sur un ring, vous rentrez vous attaquez le Tour de France, vous attaquez un match de rugby, vous savez que il y a un départ, il y a une arrivée, l'objectif c'est de prendre le départ et de gagner à l'arrivée, mais tout ce qui se passe entre, il y a des choses qui ne sont pas maîtrisées. Ce qui est sûr, c'est que plus on se pose de questions, et les joueurs l'ont dit, hein, ils ont dit si on joue les matchs en pensant à ce qui pourrait se passer et l'impact que ça pourrait avoir, on passe à côté. Non mais c'est ça, et on a vu contre les Fidjiens, bon voilà, ça s'est très bien passé. Il ne faut pas de retenue, ils sont là pour travailler, leur rugby et bien préparer cette compétition. Après, c'est sûr, on l'a vu chez les Anglais, on peut prendre un carton jaune, on peut prendre un carton rouge, on peut prendre un carton jaune et un carton rouge 10 minutes après. On peut être blanchi et finalement pas blanchi. Déblanchi. Et ça, ça fait partie du champ des possibles. Mais, on embrasse Monsieur F. Mais non, mais j'en reviens un petit peu à ce qu'on disait en tout début d'émission, c'est qu'à partir du moment où on commence à calculer, on n'est pas là pour les bonnes raisons et on ne se pose pas les bonnes questions. Non, là, il faut faire un match où tu bosses et puis et ça se passera très bien. J'en doute pas. Du coup, il y a un joueur à qui on a posé quelques questions pendant le Captain Run. Tu sais que le Captain Run, voilà, c'est pour ceux qui ne le savent pas, la veille, les joueurs se retrouvent dans le stade pour s'entraîner. Le dernier entraînement qu'on appelle le Captain Run, donc la course du capitaine, l'entraînement on appelle du ça capitaine. Le Captain Run souvent parce que à ce moment-là, on est veille de match et le terrain appartient aux joueurs. Et souvent, c'est mené par les leaders. C'est un entraînement où interviennent très peu les entraîneurs. Les joueurs sont concentrés sur leurs tâches et au même titre que pendant le match, eh bien, ils seront seuls à prendre les décisions. Donc c'est eux qui font les scénarios, c'est eux qui mettent en place ce qu'ils veulent mettre en place. Des fois, ils ne veulent rien faire, juste un taureau, voilà, mais c'est rare. Mais voilà, ça permet de se familiariser avec l'enceinte, même s'ils connaissent bien le Stade de France, même si il ressemble moins au Stade de France quand il est vide que quand il est plein. C'est vrai. Mais voilà, c'est le Captain Run. Et du coup, on a posé des questions à l'arrière et au buteur de ce 15 de France, le joueur toulousain Thomas Ramos. Ouais,
Ouais, forcément, on est content de retrouver le Stade de France après avoir joué à Saint-Etienne et à Nantes. Il y avait de super ambiance, mais voilà, on sait que les supporters répondent toujours présents ici au Stade de France, donc on a hâte à être à demain. Non, mais déjà, ça va être une bonne chose de jouer une nation du Sud qui a joué le Four Nations il n'y a pas longtemps. Même si on avait joué les Fidji le week-end dernier, mais voilà, l'Australie a joué de grosses équipes dernièrement, donc voilà, on va pouvoir se jauger par rapport à des équipes comme ça, et puis nous, ça va nous permettre voilà, de faire un dernier match de préparation avant de rentrer définitivement dans la compétition. Ouais, mais déjà on est content de voir la fin de la préparation. Depuis qu'on a repris les matchs amicaux, c'est vrai qu'il y a un peu moins de physique que le premier mois. Sauf qu'on préfère jouer au rugby et jouer des compétitions plutôt que faire du physique toutes les semaines. Donc voilà, on est content que le début de la compétition arrive et de voir le bout de la fin de la préparation. Pas forcément, on n'a pas discuté, mais voilà, c'est sûr que je suis très content pour lui. En tout cas, qu'il fasse partie de cette équipe et qu'il fasse la Coupe du Monde. Ça fait maintenant quelques années qu'il joue en France et qu'il montre tout son talent. Et donc voilà, il a été international sur le tard, mais en tout cas, il mérite et je suis très content pour lui. On espère qu'il y aura beaucoup d'ambiance forcément demain et voilà, c'est sûr qu'on compte sur eux pour nous pousser jusqu'à la fin et puis voilà, on leur dit à demain et avec beaucoup de voix. Merci Thomas, à plus, ciao. Et avant de recevoir Marco Gazzotti et Nicolas Deporter, nos champions du monde du vin, qui vont être à côté de nous, on pourra leur poser quelques questions. Vous pourrez leur poser quelques questions à ces joueurs qui vous ont fait rêver, je pense, tout le mois de juillet, la fin juin, début juillet. Cette Coupe du monde du vin, on s'est régalé. Bon, c'est sûr que quand ton équipe nationale en plante 50 à tout le monde, bon, tu commences à être heureux quand même. Disons qu'ils ont porté haut les couleurs et le timing est bon parce que une équipe de France qui gagne, elle inspire et c'est vrai que c'est arrivé. Les petits peuvent inspirer les grands. Voilà, les petits, ils ont démarré. Les petits qui sont pas petits. Non, mais ils ont joué à leur compétition au moment où le 15 de France se retrouvait à Monaco pour entamer sa préparation. Et c'est vrai qu'on entre équipes, on se soutient, on cherche des sources d'inspiration. Quand on voit la joie chez l'autre, on a envie de la vivre et de la communiquer. Donc voilà, c'est aussi rappeler le souvenir de certains, puisqu'il faut savoir que dans l'effectif qui va jouer notre Coupe du Monde en France, beaucoup ont été champions du monde avec les U20. Arthur Vincent, je crois, JB Gros, ouais. Il y avait Romain. Bon, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a quand même pas mal. Il y a une ossature. Il y a une ossature et c'est donc des joueurs. Le chat, donnez-nous les noms, bossez un peu. On a rappelé un petit peu des bons souvenirs et le chemin aussi. C'est se rappeler le chemin qu'il a fallu parcourir pour arriver à ça. Et ça, c'est un supplément d'âme, c'est des ondes positives. Bon, les ondes positives, peut-être que nos amis australiens en auraient besoin, puisque nos amis australiens sont sur quand même des séries, une série plutôt pas très bonne, depuis qu'ils ont leur nouveau sélectionneur. Dave Rainey a été remplacé par Eddie Jones, l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Bon, il se fait plus ou moins licencié du staff anglais. Il arrive à retrouver du travail. On était inquiets. Ah vraiment, j'en ai pas dormi. Heureusement, le Pôle emploi a bien fonctionné. J'ai eu 2-3 nuits t'étais pas bien. difficiles. T'avais mal au bide. Et on était... voilà, ça m'a fait du bien de savoir qu'il puisse rebondir. Et donc il a rebondi avec l'équipe d'Australie. L'équipe d'Australie qui ne va pas très bien depuis un petit moment, mais qui est... Bon, on affiche les stats d'Eddie Jones, bien évidemment. Ceux qui me connaissent savent que c'est moi qui ai demandé ce tableau. 4 matchs, 4 défaites. Après, Eddie Jones, il arrive quand même fort en gueule en disant bon, je viens ici pour changer l'aspect loser de cette équipe d'Australie. Puisque cette équipe d'Australie, attention, c'est une équipe d'Australie qui a d'excellents joueurs. Ils ont des très bons joueurs. Le problème, c'est que le rugby, ça se joue à 15 et tu peux avoir 15 bons joueurs s'il n'y a pas un bon système
autour, c'est très compliqué, que ce soit un système offensif comme défensif. Et moi, je trouve que cette équipe d'Australie n'a toujours pas trouvé un bon système de jeu pour faire briller ses bons joueurs. Déjà, elle est jeune. C'est une équipe qui est très jeune. Maintenant, elle est encore plus rajeunie. Voilà, il y a notamment, on en parlera tout à l'heure, mais sur l'équipe d'aujourd'hui, on a 8 joueurs qui sont à plus de 20 sélections, ce qui est peu sur 23. C'est une équipe qui est jeune, qui n'a... Sur la compo, j'ai calculé, sur la compo, c'est l'équivalent de 13 sélections en moyenne. Ouais. 13 sélections, dites-vous qu'il y a entre 10 et 11 matchs internationaux dans une année. Donc c'est comme s'ils avaient joué une grosse année et demi ensemble, quoi, tu vois. Ouais, c'est très peu. On voit notamment derrière, on a un ouvreur qui a très peu de sélection. Qui débarque au Rugby Championship cet été. C'est une compo qui a quelques cadres, mais qui est très jeune. Donc voilà, Eddie Jones, il l'a dit, je suis arrivé, j'ai mis un coup de balai, j'ai voulu casser un petit peu ça gueule bien. le groupe actuel. Il est à la recherche de leaders. Donc aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont le profil de leader. On en parlera tout à l'heure, notamment avec Skelton. Mais voilà, c'est une équipe qui est très rajeunie, qui a tout à apprendre. Et lui, il a presque envie de partir d'une page quasi vierge. Ce qui est culotté, parce que une Coupe du Monde, c'est un événement planétaire qu'il ne faut pas louper. Et après, peut-être qu'il est dans la construction. Il est dans la construction, mais après, moi, je suis prudent parce qu'Eddie Jones, il a quand même amené le Japon à battre l'Afrique du Sud en Coupe du Monde. C'est quelqu'un qui a des recettes. J'espère qu'on n'en verra pas grand-chose ce soir. Je pense qu'on va y voir quand même quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a la capacité à prendre sur lui un peu, tel un paratonnerre, la foudre. C'est-à-dire qu'il fait des déclarations choc, il se met tout le monde à dos. Et pendant ce temps-là, finalement, on ne parle pas de son équipe, on ne parle pas de son niveau de jeu. Il protège ses joueurs à travers ça. Ça me fait un peu penser à Raymond Domenech qui faisait ça. Peut-être qu'il va demander en mariage. Ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a le courage de faire des déclarations où nous, on aurait tendance à dire bon, on va se la jouer cool. Mais franchement, il faisait des grosses déclarations avec l'équipe d'Angleterre. Là, il fait des grosses déclarations. Pour le moment, il n'a pas de résultat. Moi, je pense qu'on fait quand même un sport qui appelle l'humilité. Donc, je pense que pendant la Coupe du Monde, je trouve que c'est sorti à son. Alors, bien évidemment, il ne faudra pas se surprendre et croire qu'il a la varicelle s'il a beaucoup de points rouges sur le visage. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de snipers qui sont prêts à tirer. C'est évident. Et il ne peut finalement que réussir son coup, puisque aujourd'hui on fait de l'Australie une équipe qui est très loin de son niveau et de son statut, et il arrive dans cette compétition avec beaucoup de déceptions autour de son équipe. Donc finalement il n'a pas grand chose à perdre, et c'est souvent quand on n'a pas grand chose à perdre qu'on est menaçant. Moi, je trouve que, en gros, je disais que pour moi, il fait un espèce de coup de poker. Il a rajeuni énormément. Pourquoi? Parce que là, la Coupe du Monde, celle qui arrive, celle qui est dans 12 jours, c'est la Coupe du Monde en France. Mais en 2027, ça sera en Australie. Donc forcément, je pense qu'il y a cet objectif-là pour la nation australienne. Maintenant, dans leur système de jeu et dans leurs derniers résultats, les Australiens qui, certes, nous embêtent. Attention, on a toujours du mal à les jouer. On se rappelle d'une tournée en 2021. Tournée entre guillemets perdue, deux matchs gagnés par l'Australie, un match gagné par la France. On se rappelle également d'un match en novembre, 30-29, victoire sur un essai de Penaud assez incroyable. On est souvent taille-taille avec cette équipe. Maintenant, moi j'ai l'impression que cette équipe de France, elle progresse à des certitudes dans le jeu. Cette équipe d'Australie est en reconstruction. Si on peut remettre la composition de l'Australie pour voir que, attention, il y a des leaders. Les 15 titulaires alignés sur le terrain sont des très bons joueurs. Moi, je vais vous donner quelques matchs dans le match, quelques face-à-face intéressants pour moi. On a bien évidemment, comment ne pas évoquer tout de suite le capitaine, la poutre rochelaise, Will Skelton, ce numéro 5, fantastique, qui nous régale en top 14 et qui est devenu capitaine et qui doit être un leader terrain, mais qui doit être même presque un leader de gueule maintenant, autour de, et fédéré
autour de cette équipe d'Australie? Ben déjà, Eddie Jones l'a dit dans les colonnes de Midi Olympique, au micro de Marc Duzan, c'est un joueur qui, de manière assez insoupçonnée, est un rassembleur. Et ensuite, Will Skelton, c'est un gabarit hors norme, c'est un joueur incroyable. Et c'est surtout un joueur qui a du palmarès. Il a un palmarès récent. Et aujourd'hui, dans une équipe qui a peu d'expérience, peu de confiance, vous mettez comme leader quelqu'un qui depuis 2, 3, 4, 5 ans, parce qu'il faut savoir qu'il gagne depuis qu'il est à La Rochelle, et puis il gagnait quand il était au Saracens. Donc c'est quelqu'un qui vit la victoire depuis de très nombreuses saisons. Et donc pour la communiquer et rassurer ses partenaires, c'est un choix qui pour moi est porteur. En tout cas, c'est le bon choix. Ouais. On va accélérer un tout petit peu parce que je vois au loin 2 champions du monde qui vont arriver en plateau. Moi, ce que j'ai noté, c'est à mon avis le duel de 5 avec Will Skelton. Il y a bien évidemment Richie Arnold, le Toulousain que beaucoup connaissent. Une seconde ligne très solide. Je ne dis pas que ça va être du tout cuit pour l'équipe de France. Et je vais vous faire encore la liste de quelques joueurs qu'il faut absolument noter. Notamment le numéro 14 qui éblouit depuis qu'il est sélectionné. C'est bien évidemment Marc Nawaqanitawase. Sans chuter, bravo. C'est bossé ça. Là on fait une émission de 2 heures uniquement pour ce moment. Non mais au-delà de ça, Marc Nawaqanitawase, vous allez voir, c'est un joueur qui fait 1m96 mais qui est assez fin, assez longiligne et qui rebondit vraiment à l'impact. Il a cette capacité. Voilà. Et il y aura un match dans le match notamment, bon alors ils ne seront pas exactement sur les ailes, mais c'est un match dans le match de 14 on va dire, entre peut-être ce qui se fait de mieux à l'aile, à savoir Damien Penaud. Moi je le mets facilement dans le top 3 et sans doute pas 3e des meilleurs ailiers du monde, et face à un joueur en devenir qui est donc ce joueur australien qui a un physique hors norme mais qui surtout rebondit à l'impact, est très compliqué à faire tomber, et une petite pépite derrière en l'absence de Corey Beattie qui est un animal sur un terrain, qui peut à la fois te découper de manière légale ou prendre un carton rouge dans la seconde. Ouais, c'est un joueur, c'est vrai, qui est surprenant. Comment tu dis, Marc? je le dis d'un coup. Vas-y. Nawaqanitawase. Franchement, ça va ou pas? Bah c'est Nawakina, mais en vrai ça passe. Ouais, mais alors c'est parce que tu me l'as mal écrit sur ma fiche. Ok, autant pour moi. Tu sais, quand tu remplissais mes fiches avant que j'arrive. Hein. Bien sûr. Voilà. Ah, attends, Julien il m'a fait bosser, c'est normal. Hein. Non, mais c'est un joueur qui a finalement peu d'expérience, qui a raté un petit peu son départ de carrière, mais qui depuis quelques mois marche un petit peu sur l'eau. C'est un joueur qui a pris de la confiance. Ça va être l'attraction peut-être de cette équipe d'Australie. Alors on le met en duel avec Damien Penaud, mais Damien reste de l'autre côté. Un extraterrestre aussi chez nous. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir de très belles confrontations à l'aile, et ces 2 ailiers, Damien Penaud et Marc. Voilà. Ouais, Marco la déconne. Marco, ça va être des joueurs qu'il faudra suivre, parce que c'est des joueurs qui sont bons dans les airs, qui sont bons dans les duels et qui sont à la fois percutants et rapides. Par contre, une info que je peux vous donner, à mon avis, ceux qui suivent le rugby vont vite se rendre compte que sur le banc australien, il y a il y a soit des néo-capés, soit des très jeunes joueurs, notamment une très jeune première ligne remplaçante. Moi, j'attends vraiment que ce 15 de France, cette fois, à l'entrée des bancs, prenne l'ascendant. Peu importe le score, mais on doit prendre l'ascendant sur ces jeunes joueurs. Jeune ne veut pas dire mauvais, attention. On doit où il faut. Hein? On doit où il faut. On doit. Ah ouais. On doit le faire. Ah ouais, non, on doit le faire. Moi, je pense que on est à 12 jours de cette Coupe du Monde. Il faut à un moment donné qu'on voit une équipe. On n'est pas au même niveau d'attente de la part de l'équipe de France et de l'équipe d'Australie. Je sais que dans le chat, j'ai un ami qui est en train de me dire... un ami qui analyse le rugby très bien, mais qui me dit... J'essaye de remonter le chat pour voir quel est ton ami. Il mise pour lui sur une victoire australienne. Moi, j'y crois pas du tout. Pour moi, à un moment donné, il y a beaucoup plus de certitude. Et le rugby, c'est de la stratégie avant tout. Du talent, il y en a ami qui mise sur une victoire australienne. D'accord. Pour moi, c'est 30 à 10 après les ce match. 6 dernières confrontations entre les 2 équipes se sont jouées à 1, 2, 3 points d'écart. Et il aura peut-être raison. On verra ça. On accueille 2 champions du monde. Un Marc. On parlait de Marc Nawaqanitawase, on va parler de Marco Gazzotti. Ah oui, bien sûr, on a des petits. Ah, bien sûr, on a un rappel pour ceux qui veulent se rappeler de cette Coupe du Monde du vin. On a une petite vidéo pour vous.
Ah, ça c'était un vrai moment de plaisir cet été. Alors franchement, en tant que spectateur, nous on a pris énormément de bonheur à vous regarder. Mais alors, avec nous, donc ceux qui ne les connaissent pas, bah, mettez-vous à la page parce qu'ils sont champions du monde. Marco Gazzotti et Nicolas Deporter, 2 joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. D'ailleurs, toi ça n'a pas joué parce que je vois que c'est en convalescence. Toi tu as joué quand même, ça va, physiquement bien. Ça va très bien, ouais. Bon bah merci d'être présent, merci d'être là les amis. Dans cet avant-match France-Australie, c'est un pur bonheur de vous avoir. Bien évidemment le chat, si vous voulez leur poser des questions, n'hésitez pas. Bon déjà, waouh, bon déjà ça gueule. Et ça c'est juste pour vous ça, incroyable. C'est pas parce que le speaker annonce que le match est dans 1 heure. Moi j'ai envie de vous poser la première question, un peu c'est basique, de base. C'est, ça y est, ça fait un mois. C'est bon, on a digéré le fait d'être champion du monde. On a mentalisé ça, c'est bon, vous êtes champion du monde, vous le ressentez? Ouais, bien sûr. Bah, déjà rien qu'après le coup de sifflet final, on était conscient de ce résultat. On est champion du monde et là maintenant c'est complètement acquis. Ça fait un mois comme tu as dit et on est extrêmement heureux d'être aujourd'hui pour représenter ça. Est-ce que ça change les statuts quand on rentre en club? Non, je pense que ça ne change pas forcément les statuts parce que le club et les sélections c'est toujours différent. Là, comme moi, je prends mon exemple, j'arrive dans un nouveau club, donc... Mais tu arrives avec quand même un petite étoile au-dessus de la tête de meilleur joueur du tournoi. Oui, après sur ça, il aurait pu aussi être meilleur joueur du tournoi, il le méritait tout autant. Mais oui, ce que je disais, c'est qu'en club, c'est totalement différent. Il y a des mecs qui ont joué dans de grandes sélections, donc on vient, bon, on se fait quand même un peu tout petit et on bosse à l'entraînement, on revient un peu à la normale, quoi. Bah toi clairement tu changes d'horizon hein, donc forcément c'est une nouvelle aventure, une pression aussi parce que tu joues en Pro D2 avant, donc cette pression du top 14. Mais Nico, j'ai cru comprendre que tous les deux vous entendiez bien, donc je pense que ça va, l'intégration a dû bien se passer. Apparemment j'ai quelques échos que dans le vestiaire de l'UBB, et il n'y a pas encore Damien Penaud, ça déconne pas mal quand même. Ouais, bah, toujours, bon, tu le sais déjà, moi. Ouais. J'aime rigoler avec Loulou, bon là il est pas là, j'ai remplacé par Gazo, il est très bien accueilli et ça se passe très bien. Et Nico, au niveau de l'intégration, j'ai le sentiment que il n'y a pas eu de bizutage, parce que je t'ai connu quand même avec les cheveux mi-dos, et je le vois arriver, il a déjà joué un match avec les pros, avec l'UBB, et il n'y a pas... Explique-moi ce qui s'est passé. Bah, il y avait l'exo dans le vestiaire et à la fin, bon, c'était un match un peu âpre, on a perdu de peu, c'était un match difficile pour nous et il voulait pas le faire maintenant, il préférait le faire quand il y aura une victoire. Donc mon prochain match avec le bébé où on gagne. Tu t'y attends quoi? Bah, je m'y attendrai, j'aurai plus de cheveux, donc là je profite un peu quand même. Ouais. Là, habituez-vous, hein, Marco Gazzotti, dans quelques semaines, c'est la boule à Z ou quoi? Ah, c'est ça, c'est le sort qui va m'attendre, je pense. On verra bien. Bon, franchement, dans le cœur des Français, ça a été vraiment impressionnant, votre domination. En fait, vous avez banalisé le fait de mettre 50 points, 50 grains. Vraiment, bon, il y a des joueurs de rugby amateurs, etc. dans le chat. Mettre 50 grains à une équipe, c'est vraiment la dominer très fortement. Et vous avez fait ça aux plus grandes équipes du monde, que ce soit les Baby Blacks, la Nouvelle-Zélande. L'Angleterre en demi-finale, c'était un petit peu plus accroché. Mais ça part quand même sur un petit 50. On choisit les points à la fin, j'aime l'esprit. Et en finale, c'est aussi du 50 points. Quand tu es joueur, ça doit être hyper dur de se reconcentrer pour prendre match après match et pas s'enflammer en fait. Ouais, bien sûr. De toute façon, tu es donné comme objectif de vraiment gagner tous les matchs. Mais de prendre match après match parce que tu vois, un match, on arrive en demi-finale, on perd 17-0 face aux Anglais. On n'avait pas du tout pensé ça comme optique de match et derrière on a vite switché pendant le match et derrière le résultat final est qu'on a foutu 50 pions. J'aime le sourire en coin. Mais ouais, du coup on prenait vraiment match après match. Une fois le match passé, on passait vraiment au match suivant pour vraiment être focus sur notre objectif final, c'était gagner cette Coupe du Monde. On a le sentiment, parce que évidemment, comme la plupart des gens, j'ai suivi la compétition et on a le sentiment que
des fois la machine s'enrayait, que vous aviez de l'adversité quand même en face, et il y a un moment dans le match, et ça s'est reproduit quasiment à tous les matchs, où en fait vous mettez la main sur le match et l'adversaire disparaît du combat. Qu'est-ce qui l'interrogation, c'est quelle force, qu'est-ce qui fait que ce groupe, à un moment donné dans le match, prend le match en main et ne laisse plus que des miettes à son adversaire. Je pense qu'on avait une certaine sérénité en fait en nous, où on se disait que on pouvait pas perdre. Tu vois, je prends l'exemple encore du match contre les Anglais, on perd 17-0 à la 15e. On se regroupe derrière les poteaux, on se dit c'est pas possible quoi. Et il faut qu'on revienne dans le match, on arrive à revenir, et après en fait tous les turnovers on les joue à fond et ça marche à chaque fois. Toutes les actions qu'on jouait, en fait on a l'impression que c'était huilé et que tout ce qu'on faisait marchait. Et du coup c'est ce qui fait que les mecs en face, je pense, n'arrivaient plus à revenir à la fin et qu'on mettait des gros scores. Je suis désolé, le chat était en mode c'était Loli, c'était Lola, hein, forcément. Forcément, ils entendent l'ambiance. C'est aussi ça le concept d'être sur Twitch, c'est de vous faire vivre ces avant-matchs. Bah, quand on vous dit que c'est un peu karaoké, je vais pas vous mentir, sur l'écran géant, c'est karaoké. Ouais, c'est bien de mettre les paroles parce qu'on ne sait jamais si les gens... C'était Lolo, c'était Lola, c'était Loli. Ça reste quand même des chants pour des rugbyman. Voilà. On prend quelques coups dans la gueule, à un moment donné, il faut des chants simples à la fin pour fêter tout ça, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et ouais, juste une dernière question. Quand vous vivez la Coupe du Monde à des milliers de kilomètres d'ici, vous jouez dans des conditions, j'en parle même pas, parce que quand on voit le billard derrière, on se dit que finalement vous auriez bien aimé la jouer sur une pelouse comme ça, parce que là-bas on a l'impression qu'on était sur le terrain 7 d'un vieux stade, quoi. T'as eu des stades pourris comme ça à 7? Non. À 7 souvent, il y a des stades de fou. Je crois que depuis l'école de rugby, j'avais jamais vu des terrains comme ça. Et puis en plus de ça, ils ont joué sur des terrains où 2-3 matchs avaient été joués auparavant. Il pleuvait tout le temps. Donc heureusement que la prochaine Coupe du Monde du 20 ne se passe pas là-bas. Ah ouais, ça aussi c'est un paramètre à prendre en compte. Vous êtes une équipe joueuse et tout ça, et vous avez quand même gardé votre cap avec des conditions qui étaient détestables. Et comment vous avez réussi à garder la concentration et l'application dans des conditions voire inacceptables? Tu vois, avec l'équipe qu'on avait, franchement, je pense qu'on pouvait dominer sur tous les domaines. Face à Nouvelle-Zélande, c'était catastrophique, il pleuvait et tout, mais bon, t'as eu le pas qu'on avait, on les a pris devant, on avait pris solo et roulé sur tout le monde, tu vois, devant, franchement, on a pris le bout. Ce qui a fait que sur n'importe quelle condition, on gagnait tous les domaines. Quand il faisait beau, derrière, nous, on pouvait exploiter les ballons quand on voulait. Quand il faisait pas beau, on utilisait nos avants et c'était notre force de notre équipe, bien sûr. Tu disais quand même que Marco, sur terrain gras, il était un peu moins percutant, quoi. Ouais, j'aime pas me le prendre quand même. Hein. Bien évidemment, c'est totalement faux. Je crois qu'on a une troisième ligne sur la Coupe du Monde. Alors, Nico fait une superbe compétition, mais il y a une troisième ligne française qui a été... moi, en tant que passionné passionné de rugby et supporter, j'ai été scotché par l'activité de la troisième ligne. Je te félicite parce que c'est Gégo aussi qui a planté hier. Gégo hier a joué en plus avec La Rochelle. Il a été monstrueux. Vous êtes le futur. Ce qui va se passer là dans quelques semaines, c'est quelque chose que j'espère vous vivrez dans 4 ans. Est-ce que déjà, d'avoir vécu ça, vous projetez déjà sur la fringale d'aller vivre quelque chose de plus grand comme ce que l'on va vivre? C'est sûr que ça donne envie. Après, on a plein d'étapes à passer avant. Il y a déjà le top 14, on doit déjà essayer de s'imposer dans notre équipe. Après, faire des bons matchs et réparer le pouce parce que là, il est cassé, quoi. Et après, c'est sûr que si on fait des bonnes performances et tout, c'est quelque chose qui est dans tous les joueurs
qui reste dans le coin de la tête, quoi. C'est un rêve de gosse pour tous les petits rugbyman et on en est encore. Donc voilà. Ah, mais je le disais à Aymeric tout à l'heure, ce que vous avez fait, c'est génial. Le timing est parfait parce que ça s'est passé au moment où l'équipe de France démarrait sa préparation. Ils vous ont suivi et quand ça gagne, en fait, ça suscite l'envie de marcher dans le même sillon. Et j'espère que vous aurez inspiré notre 15 de France pour cette compétition. On espère aussi. Il y a une question du chat qui revient. Quel a été votre sentiment, votre réaction quand vous avez appris la sélection dans le groupe des 42 de Louis Bielbiarré et de Gaëton? Bah, on était Toi, c'est ton super pote. Ouais, voilà, je connais, mais même pour Emilien, on est très bien, on est potes. Et franchement, on était super contents parce que, comme vient de le dire Marco, c'est vraiment un rêve de gosse pour tout le monde d'atteindre cette équipe de France. Ils l'ont fait à notre âge, c'est extraordinaire. Et Louis, il a la chance de pouvoir être dans le groupe de la Coupe du Monde et c'est encore un plus pour lui. Et je lui souhaite que du bonheur dans cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il y avait un sentiment de heureux pour lui, mais déçu qu'il ne vienne pas vivre l'aventure avec vous? Il y avait un truc comme ça, non, quand même? Ouais, bah ça, on s'est appelé plein de fois en disant putain, si t'es pas pris en Coupe du Monde du 20, mais que tu fais pas celle des grands, tu vois. On a fait tous les scénarios. Moi, c'est la première réflexion que j'ai eue, donc forcément les joueurs l'ont aussi. On a fait tous les scénarios possibles. Vous l'avez préparé, quoi. Ouais, voilà. C'est le cas pour Gaëton. Maintenant, il a pris énormément en XP aussi. Sûr, il a pris énormément d'expérience. Dans les deux cas, c'est énormément d'expérience qu'il aurait pu vivre, mais pour Louis, ouais, c'est vraiment extraordinaire et je suis super content pour lui. Non, pardon, dans le chat, on m'a dit Aymeric ta braguette, j'ai regardé comme un con, voilà, je me suis fait avoir. Bien joué, bravo le chat, on aime l'humour. Mais ouais, c'est énormément d'expérience et tout, et tu te dis, même si, tu vois, même, je prends le cas de Gaëton, parce que donc, il y a Louis Bielbiarré qui a impressionné et qui fait partie du voyage. Mais du coup, pour un Gaëton, tu peux dire, waouh, la déception. Mais en fait, en tant que joueur, je pense que vous, si on vous avait appelé dans le groupe des 42, bah, je pense que tu te dis, bon, bah, bonne chance les gars, mais on y va, quoi. Ça aurait été la même réaction pour vous aussi, je pense. En fait, c'est intéressant d'avoir votre point de vue joueur. Non, mais je pense que c'est tous le même point de vue qu'on a. Il laisse pas parler les avants, c'est intolérable. Bah, il reste dans la mêlée, il fait son job, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que le temps passe et c'est toujours pareil. Hein. C'est les trois quarts qui prennent la parole. Hein. C'est plus élégant, je trouve. Ouais, après, sur le terrain, c'est moins ça quand même. Après, il met des culs quand même. Ils attendent les ballons quand même. Ouais, mais ouais, j'avoue, après, vous avez des profils où vous aimez bien le chocolat. Bon, toi, t'aimes le maxi chocolat, mais franchement, Nico, je me rappelle dans cette Coupe du Monde, il s'est dit bon, je vais quand même en poser 2-3 dans le sol boueux. Ouais, contre le Japon, là, vous avez fait une petite percée. Oui, c'est vrai que sur l'aile, le mec à 5 mètres, le cadrage débordement, des fois, bon, cadrage en plâtrage. Hein. Ouais, bon, c'est vrai que j'aime le chocolat, du coup, le type il était en face et le chemin le plus court c'est tout droit, du coup, j'y suis allé et il est tombé. C'est plus facile quand on a ton gabarit que quand on a le sien, en fait. Moi, je vais te dire, tu vois les terrains sur lesquels ils ont joué, moi, moi j'appelle ça un dimanche, tu vois. Donc, à un moment donné, moi, c'est tous les dimanches ce genre de terrain. Et c'est même, je vais te dire, pendant les entraînements. Il faut tout, hein. Il faut des rugbyman amateurs aussi. Hein. Regarde, on vous applaudir. Nous, on est là. Hein. Non, mais on est là, les gars, on kiffe. Hein. Je pense vous pourrez dire que vous avez été champion du monde dans la vase. C'est vrai. Et ça, c'est pas donné du rugby à aquatique, tout le monde. Fort. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment les copains. On va finir en vous demandant peut-être un pronostic sur ce match, cette équipe de France là. Qu'est-ce que ça vous inspire ce match-là? Le score exact, je sais pas, mais bien sûr, une victoire de l'équipe de France pour vraiment se rassurer avant cette Coupe du Monde. C'est vraiment une langue de bois. Non, mais tu veux pas te mouiller un peu, c'est horrible. Attendez. Le mec, il met des culs à tout le monde en match, il roule sur tout le monde, et là, il arrive avec ses pointes. C'est les 3 points. Je voudrais pas donner un score. Je donne la parole à Marco. Allez, moi, je me lance sur un 30 à 14. Voilà, ça c'est bien. Non mais en même temps, c'est normal. Toi, t'as fait la moue quand il a dit 30. Mais l'équipe de France met 30 grains à tout le monde. Ouais. Donc moi, je vois pas cette équipe pas mettre 30 grains à cette équipe d'Australie. Je pense que si ça fait 30-14, ça va bien pour la confiance, ça sera bien pour le match. Je pense que vous aviez fait juste avant la Coupe du Monde, vous aviez eu des matchs de préparation Non, match face à la Géorgie, je crois. Ah si, ouais, il y avait eu un match. Les Géorgiens qui avaient tapé les Anglais avant quand même.
Exact. Oui. Exact. Moi, j'ai suivi quand même les mecs. Hein. Je suis un peintre, mais bon, quand même. Ouais, et du coup, bah ouais, ces matchs-là, sur ces matchs-là, c'est juste du réglage et tout avant de démarrer vraiment la compète, quoi. Écoutez, merci beaucoup. 30 à 14. 30-14 ouais. Et toujours, non, toi, langue de bois, il a rien dit. Hein. C'est courageux, mais c'est osé un je peu. pense que Nico, il a le score dans la poche et il t'attend. Il t'attend à la fin du match. Et vrai ou faux? Ou alors Nico, il pense que l'Australie va gagner. À la fin du match. Okay. Il ne veut pas se mouiller. C'est sûr. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci les copains. Là, on voit que les Australiens sont en train de s'échauffer. Normalement, on a un petit quiz. Attends, nous on finit à quelle heure? On finit à Eka. Mais quand tu veux, hein, moi j'ai rien prévu cet après-midi. Bon, moi j'ai quand même un petit match à regarder quand même de temps en temps. Juste essaye de finir avant les hymnes. Normalement c'est bon, de toute manière, je crois qu'on finit vers Eka. Du coup, on a un petit quiz que préparé par toi. Mais ton quiz il va aller vite. Oui. On peut encore garder nos amis. Ça peut dans aller, le chat. Ça peut aller très vite. Toi, dans le chat, si vous avez des questions. Ah putain, la première question. Il pèse combien, Marco? 110 kilos. Voilà, c'est tout rond. Impeccable. C'est vraiment. On a le chat qu'on mérite, hein, comme on dit. Hein. C'est pendant la compétition ou 15 jours après la compétition? Pendant. On veut savoir le après du coup. Ouais, vas-y. On est entre nous, de toute façon personne ne nous écoute. Non, attendez, ça va, je reste stable. Ça va. Ce que je veux dire, c'est que vous, du coup, terminez les U20, c'est fini? Non, il a 18 ans. Toi, il te reste un an, putain. T'as 18 ans là? Ouais. Encore, j'ai 19 dans un mois. Okay. Combien vous étiez 18 ans? Il y a Pozzolo, toi? Il y en a 16 joueurs. Baptiste? 16. Non, pas Baptiste. Léo, Carbono, Théo Atisogbe, Noah Zinzen, Lino Julien, Zachary Fan, Barnabé Massa, Lacombre, Marco. Ouais. Ça fait. Oui, donc ça va, c'est cool, c'est que tu gardes cette ossature-là pour l'année prochaine. Coupe du Monde, voilà. Tellement hâte de retourner sur ces terrains. Ah ça, je dirais rien. Mais en attendant, il y a quand même il y aura ce 6 Nations pour toi, le 6 Nations U20, qui est de plus en plus suivi à la télé. Mine de rien, vous avez continué après un arrêt suite au Covid à le back-to-back de l'équipe de France qui était championne du monde en titre, double championne du monde en titre. Donc vous continuez de perpétrer ça. Et avec le 6 Nations, les Irlandais qui étaient tenants du titre avec un grand chelem, si je me rappelle bien, normalement faut leur remettre 50 grains en fait. Est-ce que vous êtes en capacité, vous pensez? Est-ce que c'était un moment magique où tout se goupillait? Comment tu expliques la différence entre le match du 6 Nations contre l'Irlande, où tu le perds en fin de match, et cette finale maîtrisée? Déjà, il y a l'expérience collective. C'était le deuxième match du 6 Nations. Il y avait eu beaucoup de turnover entre le premier et le deuxième quand on a affronté l'Irlande là-bas, donc on se connaissait pas trop. C'était un match un peu où on se découvrait. Et le dernier match qu'on a fait, c'était le Graal, quoi. On les a dominés partout, en touche, en mêlée, dans le jeu, dans tous les secteurs. Et ça fait qu'on a gagné de 50 points à la fin, quoi. Ouais, plus de vécu collectif, plus de semaines passées ensemble avec la préparation. C'est ça joue beaucoup. Plus de complicité. Et surtout, personne n'a été arrêté après la fête, et ça fait plaisir, quoi, parce qu'on sait très bien que les rugbymen, des fois, on fait un peu les cons. Et après, tu peux. Non, mais pas les jeunes. Quoi? C'est les pires. C'est les pires. Non, mais ça fait plaisir. Merci infiniment, les copains. Cette fois, c'est un vrai merci. Est-ce qu'Andy Timo vous laisse la coupe de temps en temps ou il l'a mise sous verrou? Je crois qu'il l'a mis sous son oreille. Ouais, d'accord. C'est ce qui me semblait. J'avoue, moi, je l'ai vu dans l'erreur aussi. C'était vraiment pas mal. On va passer au quiz, mon jus. Ouais. Et du coup, il faut pas que tu vois les réponses. Du coup, non, faut pas jouer les réponses. Mais du coup, je pense qu'on va remercier. Ah ouais, j'ai eu des infos sur le toss. Ouais. L'Australie a gagné le toss. Ouais. Et l'Australie a décidé de choisir le terrain. D'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils veulent nous dominer en début de deuxième mi-temps. C'est ce que tu analyses. Moi, c'est ce que j'analyse. Quelle est ton analyse? Mon analyse, c'est qu'il y a une mi-temps où tu reçois et il y a une mi-temps où tu tapes. Ouais, bien vu, ça. Voilà. Jusque-là, expert. Jusque-là, on est d'accord. J'essaye de me tourner vers le terrain. Salut les gars. Salut les gars, merci beaucoup. Merci. Merci les copains. Bonne récup.
Je regarde le terrain pour voir si l'influence du soleil peut être problématique pour, le soleil ou le vent, y a rien. pour les joueurs. Il n'y a rien. Ils ont choisi le terrain, du coup. Mais du coup, ils veulent avoir la possession de balle et ils veulent que la France leur tape dessus pour avoir le ballon de suite. Est-ce que tu crois pas qu'il y a un côté, ils savent qu'on a... Tu veux que je retourne chez moi ou... Franchement, c'est là que tu vas être dans quelques instants. De toute façon, il va falloir parce que j'ai un quiz et je veux pas que tu vois les réponses. Exactement. Non mais en gros, dans les statistiques de l'équipe de France, on fait souvent des bonnes premières mi-temps et on a des deuxièmes mi-temps un peu plus compliqués. Est-ce que c'est pas cette idée-là qu'ils ont de se dire ok, on accepte de subir le coup d'envoi, parce qu'on rappelle quand tu subis le premier coup d'envoi, généralement tu as un ballon de dégagement, donc du coup le premier ballon d'attaque est pour l'équipe qui engage. Après ça arrive de relancer des 22, mais sur le premier envoi généralement c'est assez rare. C'est généralement des ballons de sortie, tu te dégages. Donc moi je le vois comme ça, je le vois dans cette volonté de se dire ok, ils sont peut-être moins bien en retour de vestiaire. Est-ce qu'on peut les attaquer là-dessus? Après, c'est un détail. Je trouve que ce serait osé d'envisager déjà la deuxième mi-temps. Je pense que leur volonté première, elle est de dès le coup d'envoi mettre en place un petit peu le rythme qu'ils veulent mettre en place. On sait que l'équipe de France c'est une équipe qui joue beaucoup au pied. Alors on verra très vite si l'Australie voudra soit avoir le ballon, soit attaquer un ping-pong avec l'équipe de France pour désorganiser la défense de l'équipe de France. Ce qui est sûr, c'est que je vois mal l'Australie dans la position dans laquelle ils sont choisir le toss en fonction de ce qui peut les arranger en deuxième mi-temps, parce que s'il y a 40 points à la mi-temps... il n'y aura pas 40, mais... On sait pas. On sait jamais. En tout cas, je sais pas si t'as vu, je viens d'impressionner Richie Arnold. Je lui ai mis un petit clin d'œil, petit coup de pression. Il est bien reparti là. Ouais. Tout à l'heure, t'as fait pareil avec Skelton. Il a fait ça avec la main. On a senti que. Il s'est dit oula. Ça voulait dire ok, d'accord, j'approche pas. Voilà. Tu vois, on s'est un petit peu protégé. Ils sont un peu près quand même. Hein. Ils sont très très proches de nous. Et vraiment, c'est des physiques hors normes. C'est honteux. Mais en tout cas, ça rigole. C'est dans une bonne ambiance. Voilà, on a les Australiens juste derrière nous. Et du coup, on va accueillir l'ami. Je crois que c'est Quentin. Alexis. Quentin. On accueille Quentin. C'est bon, tu nous entends? Ouais, parfait. Salut mon Quentin. Enchanté. Ça va bien? Enchanté. Salut Quentin. Quand on accueille Quentin, c'est pas de la merde. Hein. Ouais, ici tout le monde applaudit Quentin. Oh là là, Quentin. Bien évidemment, c'est l'équipe de France qui rentre sur le terrain. Je me pousse, regardez, ils sont là-bas, ils sont dans le fond. L'équipe de France, ce magnifique maillot d'entraînement. J'ai un ami qui l'a, il est très beau. Moi, je l'ai pas, je fais un petit clin d'œil à la Fédé. Voilà, si jamais. Écoute, installe-toi. Ah d'ailleurs, en parlant de cadeau, messieurs, dames. Ah oui. Si cette écharpe collector du dernier match de préparation de cette équipe de France vous intéresse, sachez qu'elle est à gagner sur le canal Instagram. Qu'est-ce que c'est que le canal Instagram? Vous allez sur Instagram, vous allez sur l'Instagram France Rugby. Faites une petite recherche, France Rugby tout attaché. Vous allez tomber sur l'Instagram de la Fédération Française de Rugby. Et juste en dessous de la petite bulle avec la photo de profil, vous avez canal de discussion. Qu'est-ce que c'est que ce canal de discussion? C'est un canal où vous pouvez voir les informations de la fédération, de temps en temps des messages de Julien, voilà, ou des belles vidéos de Julien quand il pénètre le stade. Et je progresse. Franchement, je pars de loin. T'es un peu un community manager. 43 ans. Et donc du coup, là, vous avez notamment un post de la Fédération Française de Rugby qui a été posté de France Rugby. Et il faut absolument que vous le likiez. Et parmi ceux qui ont liké avec, je sais pas, des fois ils disent liker avec un cadeau, liker avec une flamme, voilà, bref, liker avec des aubergines. Bon voilà, c'est très bizarre des fois, mais allez-y, c'est bonne ambiance. Eh bien, ceux qui ont liké, il y aura un tirage au sort pour gagner, non pas une, mais je crois 2 écharpes collector de la journée. On est donc avec Quentin. Enchanté. J'ai terriblement envie de taper Alexis, c'est fou. Enchanté, toi, tu as gagné tes places pour être ici. C'est ça. En regardant le live
De Nantes, de Saint-Etienne? De Lyon. Ah non mais oui, j'étais à Lyon, pardon. Alors ça par contre, ça c'était pas la question. Donc tu étais de Lyon. Voilà, c'est ça. Et donc tu regardais le live. Et comme t'as pas le droit d'aller à Saint-Etienne parce que tu es de Lyon. C'est ça, wow. C'était le match contre les Fidji. Ok, donc c'était à Nantes. C'était le match à Nantes, le live à Nantes. T'as gagné tes places pour venir ici. Je pense que plutôt chanceux. En vrai c'est bien. Un peu de hasard, ouais. Écoute, il en faut. C'est ça. Il en faut. Et là tu sais que donc tu vas m'affronter. D'accord. Je t'explique à peu près le deal. Julien Cordelon. Oui. Joueur à 7 aux Jeux Olympiques de Rio. Cet homme a gagné un Brennus. Donc il est respecté partout. Mais alors de partout, aux alentours de Perpignan, bien évidemment. Cet homme est connu. Cet homme est populaire. Là, cet homme nous a préparé un quiz pour tenter. En fait, toi, tu vas jouer pour le chat. Ok. Si tu remportes ce quiz, il y a un maillot de la Coupe du Monde de l'équipe de France qui sera dédicacé. Celui-là n'est pas encore dédicacé, tu confirmes, il n'est pas encore dédicacé. Non, il est vierge. Il est délicieux. Eh bien, ce maillot dédicacé sera offert dans le chat. Et si c'est moi qui gagne, moi juste derrière, je fais ce qu'on appelle une viewing party. On vit le match ensemble. Les images sont sur TF1 bien évidemment. Vous mettez la télé, vous mettez une petite tablette ou un petit téléphone à côté. Et moi je suis aux commentaires. Voilà, on vit le match ensemble. Et sur ma chaîne Poney Club avec 3 E à Poney. Eh bien je le ferai gagner dans mon chat. Très bien. Donc toi tu joues pour le chat. Donc le chat, tout le monde à fond derrière Quentin. Quentin. Et sinon il faudra basculer chez moi. Petite stratégie de la part. Et allez, on se prend des ballons, c'est honteux. Ah, j'y vais. Oh là là. J'ai que ça à faire. C'est honteux. On se fait attaquer par les ballons. Donc voilà, les questions, c'est au meilleur des 5 manches. Donc dès qu'on a 3 points, c'est terminé. Ok. Les questions sont des... les réponses sont des chiffres, des nombres. Ok. Donc en gros, c'est au plus proche de. Ok. Ok, ça marche. Allez. Julien, quand tu veux. J'ai un peu honte, je vous le dis, parce que... Pardon pour les questions. Allez, c'est parti. Première question. Tu réponds d'abord, après je réponds. Ça marche. On alterne comme ça, tu vois. Ouais, pas de triche. De combien de points Je cache le chat. d'écart il y a eu entre l'Australie et la France lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 1987? Combien de points d'écart entre la France et l'Australie? Je rappelle que la France a gagné. Bien sûr, on est en finale contre la Nouvelle-Zélande. Alors, je dirais au 20. Ok. Pour moi, il y a 27. Ok, il dit 20. Faut être au plus proche. Non, mais je pense qu'il n'y a pas. Moi, je vais dire 19. Oh là là. Pas de triche, on avait dit. Ceinture et bretelle. 6 points. Ah bah du coup, 6 points. je suis devant. Marche, ouais, La France l'emporte 30-24. Ah ouais, tu vois, Lors j'avais de la 27 en première tête. Coupe du Monde qui 30 à amène la 24. France à jouer sa finale contre la Est-ce que Nouvelle-Zélande. le chat l'avait ou pas? Genre, il réfléchit. Je l'avais pas, les gars, je l'avais pas. Ok, 1-0. Mais rien n'est perdu. Ah, non. Le chat, à mon avis, encouragez-le parce que Tu me dis. Hein. les sels blanco, calmez-vous. Mais oui, bien sûr. Calmez-vous, arrêtez. Bien sûr. Tout le monde se souvient de la Coupe du Monde 87. Moi j'avais 7 ans. Donc, vraiment, je m'en rappelle, moi, en 87, j'avais 1 an. Après, c'est pas parce que c'est dans le passé Zéro. qu'on. T'étais pas né. Non. Ouais. Toi, t'as quel âge? 24. Jeunesse, l'avenir. Tu joues au rugby? J'ai joué au rugby, ouais. Plus maintenant. J'arrête. Tu jouais quoi? 2000 mêlées. Pourtant, je suis grand, ouais. Ah ouais, t'es Ouais, grave. plutôt Mike Phillips. C'est ça, ouais. Du coup, tu pourras commencer à répondre à partir de la question 5, du coup, si t'as que 24 ans. Non, je plaisante. Non, vas-y. Là, c'est moi qui réponds en premier, après il ajustera. Ah, c'est toi qui réponds en Vas-y, premier. mais là, cache un peu parce qu'on voit presque. Allez. Faut que tu caches un peu tes trucs. Après, je regarde pas, mais bon, dans l'idée, quand même, c'est. Ouais, t'es quand même attiré par. J'ai ok. un naturel. Moi, tu sais, je suis demi-mêlée de formation. Donc, Ouais, moi aussi, mais. on est un peu filou. Mais, ouais. Moi, j'ai été rejeté pour incompétence. Combien de Coupes du Monde Fabien Galtier a-t-il joué? Pour moi, c'est 95 et 99, donc je dis 2. Parfait. Moi, je dis 3. Il a joué 2003? Vas-y, j'ai dit 2, il a dit 3. Je me semble, je suis pas sûr de l'avoir vu dans une vidéo. Exactement. 3 Coupes du Monde.
Vamos. 95, il n'était pas retenu dans le groupe de départ. Il est parti apprendre l'anglais en Afrique du Sud pour poursuivre ses études. Et suite à une blessure, je crois, de Guiako Seberi, il s'est retrouvé sélectionné pour participer à la Coupe du Monde 99. Bravo Quentin, bravo Quentin. Pareil, merci. Et 2003. Un partout. Un partout. Question pour Quentin. On est bon là dans le timing. Bon, faut qu'on y aille là. Faut qu'on y aille. Combien de fois Antoine Dupont et Mathieu Jalibert ont été alignés ensemble? En titulaire? Bah ouais. Alignés ensemble. Titulaire, ouais. Je dirais 3 fois. Alors alignés ensemble, ça veut dire qu'ils ont évolué côte à côte. Ah mais tu veux dire même en cours de match? Ah mais en cours de match aussi? Ouais. Ah oui, toi t'as toutes ces stats là? Oui. En plus. Bon, tu dis quoi alors? Je te laisse ajuster. Hein. 37 sélections, je dirais 24. Associés ensemble si vous préférez. Ah non, Dupont c'est quasiment 50. Ah ok, je suis pas joueur. Je sais pas, je dirais une vingtaine, 20. Ok. Ouais, 20 c'est beau. En fait, Jalibert il a 24 sélections. Ok. Donc du coup, je vais dire 11. C'est 15. Ils ont été associés 15 fois ensemble. T'as dit ensemble. combien? 20. Donc je gagne? Bah j'ai dit Au 11. plus proche. Ah non, je perds. Allez, 2. Allez, on Je accélère. suis pas bon en maths. Bah je gagne mec. Ah non. Ok, allez. Combien de finales de Coupe du Monde la France a joué dans l'histoire de la Coupe du Monde? C'est à moi de répondre. Bah c'est 3. 87, 2011 et 99. Ouais. Ah là. Égalité? Bah là pardon mais. On est à combien là? Bah là ça fait 3-1 messieurs dames. 3-1, alors il reste une dernière question. Allez, la golden. On dit la golden. Allez. Celle-là elle vaut. Allez, elle vaut 15 points, vas-y. Elle vaut 15 points. Combien de kilomètres y a-t-il entre le Stade de France et le Centre National de Rugby? Alors là, celle-là, je suis assez fier. C'est moi. C'est à toi de répondre. En premier, combien de kilomètres il y a entre Marcoussis, du coup, le CNR le Stade de France et le CNR. Je vais dire, franchement, je dirais 25. Ah, c'est pas mal, 25, je pense. Moi, je dirais un peu plus quand même. Après, à vol d'oiseau ou par la route? À pied, pardon. J'avais oublié. À pied. Peut-être que. Je connais pas les rues, mais je vais rajouter alors. À pied. Bah, je dirais qu'il faut quand même traverser tout. Je dirais 30 à ta gauche. Ouais. Il dit 30. Bah, non, moi je vais dire 40 km. 40 km? Ouais. C'est votre dernier mot? Bah oui. 36 km. À pied entre le Stade de France et le Centre National de Rugby. Messieurs, dames, il y aura donc ce maillot du 15 de France à faire gagner sur mon live que je vais lancer dans pas longtemps. Mais comme on n'est pas non plus méchant. C'est mon idée. Et c'est l'idée de Julien en réunion, on s'en rappelle. C'est l'idée de Julien. Messieurs, dames, vous allez quand même tenter de gagner ce maillot. Alors, le truc, c'est que t'as pas une dernière question pour que le chat joue? J'avais un bonus. Le bonus pour le chat, ça part. Le bonus pour le chat. Combien y a-t-il de joueurs aujourd'hui qui attaquent le match, qui mesurent plus de 2 mètres? C'est parti dans le chat, à vous de répondre. À vous de répondre, bon 15 courage. 15 de départ, combien de joueurs qui mesurent plus de 2 mètres? Le 15 de départ. 15 de départ. Ok, c'est parti. Il y en a qui mettent 2, il y en a qui mettent 8. Il y a quelques pièges. Hein. Pour moi... Mais je pense qu'il n'y en a pas en fait. Si, il y a des pièges. Mais il n'y en a pas. Willem C, il fait pas 2 mètres. Flamand, il fait pas 2 mètres. Moi, je dirais 0. Le chat a déjà répondu en masse. Hein. Je parle des deux équipes. Hein. Ah, des deux équipes. Ah, bah ouais, Skelton Arnold, déjà, ça fait plus de 2 mètres. Et Nawaki Natawase, c'est 1,96. Ah, bah je dirais 2 en tout. Alors, moi, ça doit être 2 en tout. Moi, je vous le dis, j'ai mesuré les joueurs tout à l'heure quand ils sont descendus du bus. Certains ont pris un peu de hauteur à leur arrivée sur le territoire. Et la bonne réponse, c'était? Ah, tu veux la réponse? Bah là, le chat a déjà répondu. Hein. Allez, 4. C'était 4? Et ouais. T'as les 4? Les 4 deuxième ligne. Ah, Flamand et Willem C, ils sont grands? Ouais. Ah ouais, bah écoute, enfin, ils sont grands, oui, mais je pensais pas qu'ils faisaient 2 mètres. Sachant que Olivon est à 1,99.
Ah ouais, c'est pas loin. Et après, je m'appuie sur les informations de l'équipe. Hein. Bon, s'il y a une contestation, oui, bah écoute, appelez-les. Tant pis, hein, appelez-les eux. Messieurs, dames, merci infiniment d'avoir suivi ces avant-matchs, voilà, qui étaient propres au match de préparation de cette équipe de France pendant la Coupe du Monde. Il n'y aura pas ce genre d'émission, mais suivez la chaîne puisqu'il y aura bien évidemment tous les les conférences de presse sur la chaîne. Bien sûr, le maillot, ça va partir. Allez les Bleus. Moi, ça a été un pur plaisir de présenter ça. J'embrasse bien évidemment mon ami Rive. J'embrasse bien sûr Inès Irigoyen. Et merci mon Jus, c'était vraiment un vrai plaisir d'animer ça avec vous. Merci Emeric. On vous fait à tous des gros bisous. N'hésitez pas à follow la chaîne, à suivre la chaîne, à aller sur aussi le YouTube avec Horizon Bleu, qui est le vlog qui parle de tous nos U20, avec Destin Mêlé, qui est le vlog qui parle justement de notre équipe de France. Là, ça pop tous les lundis à 17 h. Moi, je vous fais des gros bisous. Et allez le rugby. Ciao les potes. Salut. Salut.